bienvenue sur le plateau de Big Media, en direct de We Are French Touch, organisé par BPI France. Nous sommes à la Maison de la Mutualité. Je suis Ariana Von Walter-Yerso, fondatrice d'AVWH, et nous recevons aujourd'hui Mélanie Lopez-Mallet d'Ubisoft. Merci Mélanie. Bonjour Ariana. Bonjour, merci d'être là. Mélanie, vous avez un parcours tout à fait singulier, c'est-à-dire que vous êtes agrégée de lettres et maintenant vous êtes data scientist. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours ? Oui, je pense que c'est un passage obligé au vu des circonstances. Du coup, vous l'avez dit, je suis agrégée de lettres, j'ai étudié la littérature pendant suffisamment longtemps, 8 ans environ. Et après avoir été enseignante, j'ai décidé de changer de voie. Je me suis intéressée à la programmation et de fil en aiguille, de la programmation, je suis arrivée à la data, de la data à la data science. Et ma spécialité, c'est de travailler avec des données textuelles. Donc mon travail, c'est de se dire comment est-ce que les machines peuvent nous comprendre, reproduire notre langage et comment est-ce qu'on peut interagir différemment avec les machines, d'une façon plus naturelle. Voilà. Est-ce que vous pouvez définir le terme déjà de votre fonction data scientist, également de revoir la notion d'AI générative aussi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est un sacré jargon qui en plus change tout le temps. Il y a des buzzwords, comme on les appelle, qui changent tous les 4 matins. La data science, c'est la discipline qui vise à utiliser des algorithmes de machine learning, donc d'apprentissage automatique, pour résoudre des problèmes, pour effectuer des tâches. Donc ça, c'est la data science. L'IA générative, c'est un type d'algorithme qui utilise des très gros modèles pour créer du contenu. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une information, l'encoder, le transformer en vecteur et le transformer dans une autre information ensuite. En fait, c'est une sorte de traducteur d'informations. Donc, une instruction, il va la traduire dans une réponse, comme sur ChatGPT, ou pour de la génération d'images, il va transformer du texte dans une représentation conceptuelle de ce que vous avez écrit, puis dans une image. À différents niveaux. Ouais, alors c'est un peu abstrait, mais c'est une sorte de grosse boîte noire dans laquelle on arrive à passer d'un type d'information, de contenu, à un autre. D'accord, avec une cohérence. Voilà. Avec une cohérence, parce qu'on l'a entraîné avec tellement de données qu'il arrive à avoir une représentation très complexe de tous les concepts humains, de notre langage, de notre création et autres. Quelle possibilité, en parlant de l'intelligence artificielle, quelles possibilités récentes, ces avancées en AI générative, ouvrent-elles dans le champ des jeux vidéo ? Alors c'est difficile à dire parce que ça va super vite et quand on commence à se projeter dans quelque chose, il y a une nouvelle avancée qui nous fait nous projeter encore plus loin. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va peut-être, c'est sur ça que je travaille, c'est ça que j'explore, on va peut-être interagir différemment avec les jeux, puisqu'on n'a plus uniquement une interaction mécanique avec une manette, mais si on peut parler avec une machine et qu'elle nous réponde, ou avoir du contenu généré à la volée, alors peut-être qu'on pourra parler avec les personnages dans les jeux vidéo, peut-être qu'au fur et à mesure de notre aventure dans le jeu vidéo, on va avoir des nouvelles histoires qui vont apparaître, des nouveaux personnages qui seront au courant de ce qu'on a fait avant. Donc en fait, ça va créer des fictions plus interactives, plus émergentes, plus immersives. Et ça, il y a tout à faire, il y a tout à construire. Passionnant. Face à la croissance rapide de l'IA, selon vous, quelles compétences et connaissances vous pouvez recommander aux jeunes aspirants qui souhaiteraient travailler dans ces domaines ? Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les compétences sont bienvenues. Alors ça a l'air un peu bateau comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ma force finalement dans mon insertion professionnelle, c'était mon parcours atypique, parce que j'apportais un point de vue et des compétences qu'il n'y avait pas forcément, que ce soit en termes d'analyse, de vulgarisation. Prendre du recul aussi sur la technologie, de ne pas partir du fait qu'elle est là et elle doit être là, mais se poser la question de pourquoi on fait ça. Donc c'est juste, je prends mon exemple, mais honnêtement, tous les parcours sont bien accueillis dès le moment où il y a un réel intérêt pour cette industrie, celle du jeu vidéo,
mais aussi pour toutes ces possibilités technologiques. Donc il ne faut pas se mettre de barrières, il y a des passerelles pour arriver dans ce terrain qui en plus recrute énormément, donc vraiment il y a plein d'opportunités. Et vous trouvez que les formations aujourd'hui sont, notamment en France, là ce matin on a beaucoup parlé de formation et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant de voir dans chaque domaine quel est le niveau de formation en France et notamment sur ces domaines en mutation extrêmement rapide. Vous trouvez par rapport à vos peut-être aux jeunes que vous avez autour de vous que on est à la page et autant dans cette idée philosophique d'avancée technologique que techniquement, les formations sont pertinentes. Alors je les connais pas toutes et honnêtement c'est difficile d'être à la page vu que moi chaque lundi quand j'ouvre mes mails je constate tout ce qui a été fait à la Silicon Valley et j'essaie de suivre cette telenovela limite. Perpétuelle technologique. Oui, ouais. Ça va très vite, il faut faire le tri là-dedans. Donc ce qui compte c'est d'avoir des compétences pour s'adapter à tout ça, pour créer de la valeur, pour créer tout court à partir de ça. Et quelque chose qui est très intéressant et que j'ai découvert, c'est que le monde technologique, et c'est aussi celui de l'open source, c'est aussi celui du partage. Et il y a énormément de ressources gratuites en ligne qui permettent de démocratiser les connaissances. Donc forcément, ça demande un investissement, mais il y a toute une communauté sur laquelle on peut se reposer pour monter en compétences, d'autant plus dans des communautés minorisées. Il y a plein de collectifs qui luttent pour que des profils moins courants puissent s'insérer dans ces domaines. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, de solliciter la communauté. Et justement, vous abordiez tout à l'heure, vous évoquiez le fait de faire un pas de côté. Là, on parle aussi d'entraide. Sur la question de la diversité et de l'inclusivité, selon vous, comment aborde-t-on ces questions quand il s'agit d'AI, la diversité et l'inclusivité ? Il y a beaucoup d'angles pour aborder ces questions. Déjà, il y a la question de qui développe ces algorithmes, et c'est la question de la diversification des profils dans la tech, parce que si on est dans un entre-soi, on n'aura peut-être pas les mêmes réflexes pour tester les biais des algorithmes, essayer de mettre à l'épreuve ces technologies pour voir à quel point elles peuvent avoir un impact sur la société. Donc il y a ça, il faut être divers déjà pour avancer, tout court. Au-dessus de ça, il y a la production de ces algorithmes qui reproduisent souvent nos propres biais et elles reproduisent tout ce que l'humain a de fantastique mais aussi de terrible. Donc il faut être capable de repérer ces problématiques en amont, en filtrant les données d'entraînement, mais aussi en aval, en étant capable de les reconnaître et de ne pas les diffuser. Donc il y a beaucoup d'angles par lesquels les prendre. Ce sont des problématiques assez larges et aussi larges que le champ de domaine qu'offre l'intelligence artificielle. Chère Mélanie, comme pour chaque invité, je vais vous demander votre recommandation culturelle, peut-être un film, une série, un livre, une exposition, votre choix. Et pourquoi ce choix ? Alors pour rester dans la thématique et de boucler la boucle, je vais vous parler de Refik Anadol, qui est un artiste qui crée des énormes œuvres algorithmiques qui sont hyper intéressantes visuellement parce que c'est que de l'art synthétique finalement, mais ça a des formes organiques, ce sont des œuvres qui se renouvellent en perpétuité. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment le MoMA a acquis une de ses œuvres, c'est une façon de consacrer ou de prendre position par rapport à tous ces débats sur la créativité et je trouve ça très intéressant de l'entendre parler de ce sujet. Merci Mélanie Lopez-Mallet, donc vous êtes data scientist. Ça, on dit comme ça, data scientist. Oui, comme vous voulez. Oui. Scientifique des données, data scientist, voilà. Chez Ubisoft. C'était un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Big Media, We Are French Touch, organisé par BPI France. Merci, ça a été un plaisir de vous accompagner durant toute cette matinée. On a reçu de superbes personnalités, de grands experts du secteur de la création et de la culture. Merci à tous et à très bientôt. À suivre tout l'après-midi avec Yael Hirsch. Donc, vous nous suivez sur les réseaux. C'est Big Media. Merci.
French touch.